Donc il est 13 h, donc on va pouvoir commencer et de toute façon, je vais commencer par une légère introduction du webinaire et comme ça laissera le temps aux derniers inscrits de participer au webinaire. Donc bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de la deuxième session de la deuxième saison des webinaires du réseau Défi Ferme, la série de webinaires qui présente les travaux et résultats du réseau Défi. Et l'épisode du jour sera dédié à la thématique des bandes fleuries. Donc je vais commencer par me présenter. Donc je suis Lucas Malek, chargé de la coordination, de l'animation et de la valorisation des résultats défis pour les cultures spécialisées, donc les cultures légumières, tropicales et l'horticulture. Avant de commencer, je voulais prendre un instant pour rappeler ce qu'est le réseau Défi, et notamment pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas. Le réseau Défi est un réseau multipartenarial financé dans le cadre du plan Ecophyto pour réaliser deux principales missions. La première, c'est accompagner les agriculteurs et agricultrices dans leur démarche de réduction des produits phytosanitaires et de changement de pratiques de manière plus générale, et également de produire des connaissances et références appropriables sur les pratiques et systèmes de production à bas niveau d'utilisation de produits phytosanitaires. Aujourd'hui, ces connaissances et références se construisent à la fois sur des essais de terrain et des retours d'expérience et sur la collecte de données techniques des systèmes de culture. Donc le réseau Défi Ferme est à ce jour constitué de 2000 agriculteurs et agricultrices volontaires engagés à travailler des pratiques agricoles avec l'objectif de réduire leur utilisation de produits phytosanitaires. Le réseau, c'est aussi le dispositif Défi XP, avec le lancement en 2025 d'une nouvelle vague de projets d'expérimentation qui testent et évaluent des systèmes de culture innovantes utilisant les produits phytosanitaires en ultime recours. Le réseau est présent sur tout le territoire métropolitain et ultramarin, et il couvre l'ensemble des filières de production végétale, et rassemble les principaux acteurs de la R&D en agriculture. Pour les citer rapidement, il y a le réseau Défi rassemble les réseaux des chambres d'agriculture, les réseaux CIVAM, le réseau bio, les instituts techniques et également les organismes de recherche tels que INRAE et CIRAD. Et pour plus de détails, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le réseau Défi sur notre page dont on vous met le lien tout de suite dans le chat en description. Vous pourrez également retrouver sur EcofeTopic toutes les productions du réseau, dont la synthèse rédigée à l'occasion des 10 ans qui démontrait la possibilité de réduire fortement l'usage des produits phytosanitaires à l'échelle de la France. Dans cette série de webinaires, nous revenons sur des résultats de terrain qui permettent de soutenir chaque jour cette démonstration. Donc, avant de laisser place aux intervenants, un petit point logistique. Donc, en haut de votre écran, vous retrouvez un onglet qui s'appelle l'onglet Q&R. Donc, vous pouvez poser vos questions dans cet onglet et les intervenants prendront le temps d'y répondre après leur présentation. Nous vous rappelons également que ce webinaire est enregistré et sera rediffusé. Donc, on vous enverra ensuite les liens du chat dans la description de la vidéo. Donc maintenant, on peut passer au contenu d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous accueillons deux ingénieurs réseau de la filière légumes, Jérémy Bilanger de Métropole et Brieux Ménager de Mayotte, pour un webinaire sur l'impact des bandes fleuries sur la faune auxiliaire. Nous commencerons avec l'intervention de Brieux Ménager, qui est ingénieur réseau au lycée professionnel agricole de Coconi, à Mayotte. Brieux, tu animes un groupe de 9 maraîchers et parmi leurs nombreux sujets de travail, on peut citer l'association et la rotation de cultures, la lutte biologique intégrée, la fertilisation des sols et ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, les plantes de service. Donc, vous pouvez retrouver les travaux du groupe de Brieux sur sa page groupe mise à l'instant dans le chat. Et maintenant, Brieux, je te laisse la main pour ta présentation. Merci Lucas. Donc bonjour à tous, moi je vais vous parler un peu de ce qu'on fait dans le groupe Défi Ferme à Mayotte, notamment sur la thématique de connaître et favoriser ses alliés dans l'entomofaune auxiliaire,
l'entomofaune auxiliaire locale, grâce aux plantes de service. Donc pour commencer, voilà, je refais un petit débrief de Mayotte, où c'est dans le canal du Mozambique, entre Madagascar et l'Afrique. C'est un département français et c'est une petite île, parce qu'elle fait 374 km², à quelque chose près, en comptant les îlots. Donc c'est un climat tropical à 2 saisons, une saison sèche et une saison des pluies. On a des températures chaudes et constantes à peu près toute l'année. On a un diagramme climatique à droite où on voit les petits histogrammes noirs. On a les moyennes mensuelles, donc on va du minimum de 21 degrés mensuels à autour de un peu plus de 30 degrés mensuels. Voilà. On a une pluviométrie qui est très contrastée entre la saison sèche, qui va d'avril à octobre, où il ne pleut quasiment pas, et la saison des pluies, de novembre à mars, qui porte bien son nom, ce qui peut pleuvoir jusqu'à 1500 mm dans cette période-là de 6 mois. On a aussi une hydrométrie très élevée pendant la saison des pluies, qui s'avoisine autour de 95% d'humidité. Donc on a des températures ressenties assez fortes, souvent proches des 40. L'agriculture et le maraîchage à Mayotte est un peu différent à ses particularités. Ça suit surtout le modèle du jardin mahorais. Donc ce sont des toutes petites surfaces maraîchères avec des petites planches en général de 10 mètres carrés ou de 20 mètres carrés. Et ces surfaces maraîchères sont incrustées, si je puis dire, au milieu de la végétation plus naturelle ou des forêts. Donc voilà, donc on a un agrosystème qui est très riche. Par contre, tout se fait quasiment à la main. Il y a très très peu de mécanisation en maraîchage. Il y a aussi peu de formation et d'accompagnement technique pour les agriculteurs et peu de capacité de financement pour la plupart des agriculteurs. Faut néanmoins rappeler qu'on a aussi quelques exploitations avec des abris, donc on peut voir la photo en bas à gauche. Les abris sont des toits qui servent à se protéger des pluies un peu destructrices de la saison des pluies et des systèmes de filets insectes-proof pour protéger notamment contre les mouches des solanacées et cucurbitacées. Donc le défi ferme à Mayotte, on a une grosse problématique de ravageurs sur les cultures maraîchères en milieu tropical. Donc on est en recherche de solutions agroécologiques pour lutter contre ces ravageurs. Ça vient en lien avec mon deuxième mi-temps, ma deuxième mission qui est un projet Rita Samba. Un Rita, c'est un réseau d'innovation et de transfert agricole. Et dans ce projet Rita, c'est plutôt de la recherche sur connaître la faune auxiliaire et ravageur et comment favoriser la faune auxiliaire. Donc c'est deux projets qui sont en synergie très forte, plutôt recherche et plutôt transfert et voilà. Donc concernant un petit point encore général sur les insectes en maraîchage à Mayotte, ce qu'il faut dire, c'est que les auxiliaires et les ravageurs sont semblables à ceux de métropole. Alors, c'est pas forcément typiquement les mêmes espèces, mais on a souvent des genres proches ou en tout cas des cycles biologiques très proches, notamment en maraîchage. Donc, ça s'explique par le fait que on cultive quand même des produits maraîchers qui sont similaires à ceux de métropole, tomates, concombres, courgettes. Donc, on a des ravageurs qui sont semblables aussi et des auxiliaires qui sont semblables à ceux de métropole. Pour les cas un peu plus particuliers, on a très peu de parasitisme observé sur pucerons, mais on a beaucoup de cirfs différents et assez actifs. On a, en termes de ravageurs, beaucoup de coléoptères ravageurs, notamment des coccinelles phytophages, des altises, des chrysomèles en tout genre. Une autre particularité qu'on a, c'est qu'on a des hémérobes. C'est la photo de larves sur la droite complète. Là, on voit deux larves. Ce sont, à Mayotte, on les a classés comme auxiliaires de foyer sur pucerons. En métropole, c'est plutôt des auxiliaires généralistes. Et là, on les retrouve quasi exclusivement sur des foyers de pucerons. Et aussi, on a globalement une forte présence d'araignées de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, donc qui ont un impact sur la faune auxiliaire et ravageur. Donc, l'entomofaune auxiliaire à Mayotte, l'état des connaissances est en cours de consolidation. Donc, on a fait un gros travail d'inventaire pour essayer de savoir, de connaître et reconnaître tous les insectes présents dans le maraîchage. Il faut noter qu'on a, comme je disais tout à l'heure, les agriculteurs n'ont pas toujours une forte capacité d'investissement.
et qu'il n'y a pas d'entreprise de production d'auxiliaires de culture comme on peut avoir à La Réunion ou en métropole. Ce qui fait qu'il faut qu'on trouve des solutions locales et peu onéreuses pour attirer les auxiliaires de culture dans nos infrastructures agroécologiques. Donc pour ce faire, on a une petite méthode. On a fait un inventaire des bibis maraîchers. Pardon, les bibis, c'est les insectes en maraîchage. C'est un terme qu'on utilise un peu souvent. Donc les agriculteurs du groupe, là, c'est support d'observation des insectes. On va chez eux, on échange sur les problématiques, ce qu'ils ont observé. On observe ensemble de plus près ce qu'il y a. Et ensuite, on fait une présélection des plantes de service qui pourraient être intéressantes. Et ensuite, on teste les plantes de service sélectionnées en phase 2 et on fait des essais chez les agriculteurs du groupe Défi. Donc la première partie, inventaire des insectes, on a à l'heure actuelle plus ou moins 200 espèces ou morpho-espèces identifiées. On a réalisé un catalogue des morpho-espèces, donc c'est un document de travail comme on peut voir en dessous là. Pourquoi morpho-espèces C'est parce qu'on n'a pas toujours trouvé le nom de genre ou d'espèce de l'insecte qu'on observe fréquemment dans les cultures. Et du coup, on fait un descriptif un peu de l'insecte pour pouvoir s'y référer à chaque fois qu'on le voit. Et enfin, on a créé une base de données d'observation où on note très régulièrement les observations qu'on fait sur les cultures, donc sur les cultures en production et sur les plantes de service qui est à côté. Et on voit tous les insectes qui sont dessus, les auxiliaires, les ravageurs, et ça nous permet d'avoir une sorte d'état des lieux de quel insecte est présent où, à quelle période de l'année. Voilà. Donc pour la partie recherche de plantes de service avec potentiel, on fait de la prospection dans les infrastructures agroécologiques des parcelles maraîchères. Donc là, on recherche dans la flore spontanée. Comme je vous disais tout à l'heure, on a souvent des petites parcelles maraîchères enclavées autour d'une végétation un peu plus naturelle. Donc on a beaucoup de choix d'observation. L'intérêt de rechercher dans cette flore spontanée, c'est qu'elle est gratuite et adaptée agronomiquement au territoire. L'inconvénient, c'est que c'est des fois une flore qui peut être envahissante. C'est une flore qui peut dépendre aussi de la saisonnalité, ce qui fait qu'elle n'est pas toujours présente au milieu des cultures, donc c'est un peu un inconvénient. Et le ressemis n'est pas toujours évident. Ensuite, on fait des recherches dans la fleur semée, donc en fait, c'est l'achat de semences en gros. On fait des recherches bibliographiques pour voir qu'est-ce qui a fonctionné ailleurs dans un premier temps. Donc dans les pays autour, il y a beaucoup de recherches en Afrique, à Madagascar, et ce qui se fait aussi en métropole, parce que comme je vous disais, on a des plantes maraîchères semblables, donc on fait des recherches là-dedans. L'atout, c'est que c'est un peu plus facile de trouver le mouton à 5 pattes, de trouver la plante idéale qui nous va bien, même si ça n'existe pas vraiment. Et ça a tendance plutôt à bien se ressemer, parce que c'est de la fleur achetée, normalement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. L'inconvénient, c'est que ça peut coûter cher, notamment ici. On a des problématiques aussi de disponibilité des semences, où on peut avoir des semences semées disponibles pendant 6 mois de l'année, puis après ne plus en trouver pendant 1 an. Donc voilà, on a des petits soucis d'appro qui nous posent problème. Et on a des tests d'adaptabilité au terroir, voir si la plante elle se passe bien dans les conditions agroclimatiques locales. Donc, dans les espèces de la flore spontanée, on a déjà quelques candidats. Cléum rutidosperma, qu'on a à gauche, c'est une petite fleur violette qui attire beaucoup les cirfes. Donc, pour rappel, les cirfes, ce sont des petites mouches qui mangent du pollen à l'état adulte, mais la larve, comme on voit la larve en dessous, est aphidivage, mange des pucerons, donc on essaie de l'attirer avec des fleurs. On a une autre Cléum viscosa, au milieu, qui est une plante qui colle un peu comme le tabac, et du coup qui a tendance à attirer pas mal les punaises mirides et punaises réduves, qui sont des punaises prédatrices auxiliaires. Ensuite, on a une plante sur la droite, un arbuste Fuega virosa, qui est petit arbuste très très fréquent dans nos cultures, et qui semble héberger un puceron autochtone particulier, ce qui fait que Fuega virosa pourrait être un
une plante réservoir intéressante pour la faune auxiliaire. Et enfin, Euphorbia hirta, qui est en haut à droite, qui est une petite plante qui attire aussi pas mal les cirques. Donc on regarde ça de plus près. Ensuite, dans les espèces semées, on a des espèces qu'on a trouvées très intéressantes. L'aneth, qui attire les cirfes adultes. Je rappelle, l'aneth, c'est une ombellifère avec des fleurs très ouvertes sur le dessus, et du coup, la cirfe peut venir butiner facilement. Et l'autre plante, c'est le tabac, qui est très prometteur, qui héberge beaucoup de punaises prédatrices, comme des réduves ou des myrides, comme les Idiochoris volucères. En termes de petit essai, là, je vous montre un petit comptage qui a été fait sur du concombre, avec deux modalités. La modalité à gauche, avec absence d'aneth, et la modalité à droite, avec présence de fleurs d'aneth vraiment très proches. Et on a eu des grosses attaques de pucerons post-Shido, après le cyclone là, de décembre. Et donc là, on avait une fréquence de pucerons de 100%, toutes les feuilles étaient atteintes, une intensité de pucerons de 47 et de 42% dans les deux cas. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des fréquences de larves inférieures du côté où il n'y avait pas d'aneth par rapport du côté où il y avait de l'aneth. Donc on avait plus de larves de cirf là où il y avait de l'aneth, donc c'était plutôt intéressant. Concernant l'autre espèce semée, on avait des bons espoirs avec le tabac comme plan de piège contre Bemisia tabaci. Donc la leurode viendrait sur le tabac préférentiellement comparé aux cultures concernées. Et comme le tabac héberge les Iliochores volucères, on s'est dit la punaise myride va manger le Bemisia tabaci et ça va réguler comme ça dans la serre les problématiques d'aleurode. Bon, les résultats ont été peu concluants, du coup on a changé de stratégie, on a voulu faire du transfert actif. Donc ça devait être fait là en ce moment. Le problème, c'est que la serre que vous voyez au milieu a changé de forme après le passage du cyclone, avec la photo en bas à droite. Du coup, on a relancé des essais au lycée agricole, mais sur des volumes un peu moins importants. Ensuite, on est en cours de test là sur des plantes de service aromatiques plutôt, donc qui ont été trouvées dans les biblios, qui pourraient avoir un intérêt pour repousser Chaetochnema, qui est la petite chrysomèle noire que vous voyez ici, qui a tendance à grignoter l'aubergine quand elle est encore jeune, surtout quand elle est jeune, donc voilà, qui peut faire des dégâts assez importants sur jeune plantation. Donc là, on est en cours d'essai avec de la sarriette, du basilic, de la mélisse, pour essayer de voir si on peut repousser cette chrysomèle dont on n'a pas de solution de toute façon chimique ou auxiliaire. Donc voilà, pour la suite et perspective du groupe, on va continuer l'inventaire au fil de l'eau, continuer d'animer des ateliers de reconnaissance de la faune auxiliaire et ravageur. On a créé un livret des auxiliaires et ravageurs des cultures maraîchères à Mayotte, dont, après moult péripéties, la mise à jour 2025 devrait plus tarder. Et on a aussi créé une clé de détermination des insectes en culture maraîchère pour les agriculteurs qui sont un peu plus calés, de pouvoir reconnaître facilement les insectes qu'ils trouvent dans leur culture. Et ensuite, pour la suite 2025, on va avoir normalement un stage sur la thématique des plantes de service. Donc on aura plus de résultats fin 2025. Donc voilà pour ce qui est de ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, Lucas, je te redonne la main. Super, ouais. Merci beaucoup, Brieux, pour cette présentation très claire. Du coup, avant de passer aux questions, juste pour en savoir plus sur ce sujet, vous retrouverez dans le chat, pardon, un guide terrain pour reconnaître les auxiliaires de culture à Mayotte. Merci. Donc je vous rappelle que dans l'onglet là en haut, au milieu, il y a l'onglet Q&R et c'est ici que vous pouvez poser vos questions à Brieux. Et ensuite, je les transmettrai à Brieux pour qu'il vous réponde. Et donc pour commencer, Brieux, tu as parlé de calcul d'intensité, en fait, d'impact des pucerons sur les cultures et est-ce que tu peux nous en dire plus, là-dessus, sur comment vous avez évalué, cette intensité d'impact? Ouais, alors,
Là, ce test sur la vision, c'était l'intérêt de la nette comme plante qui pourrait attirer les cirfes. Mhm. En fait, on a eu une grosse pression puceron qui a infesté tous les concombres. Et du coup, on avait des plantes de service un petit peu à côté et on voulait voir s'il y avait un impact des cirfes, de la nette sur la régulation des pucerons par les cirfes. Donc, le seul truc qu'on a pu noter, c'est qu'on avait plus de cirfes présentes du côté Annette. Le truc, c'est qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout pour voir s'il y avait une efficacité réelle, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y avait vraiment une explosion de pucerons. Ce sont des concombres qui ont été plantés juste après le cyclone Chido et on a vu une explosion des ravageurs, de petits ravageurs qui ont tendance à pulluler comme les pucerons. Donc je pense que c'était un peu trop tard, l'arrivée des cirfes est arrivée un peu trop tard. Et l'autre chose, c'est que le problème s'est résolu entre guillemets tout seul, puisque on a à Mayotte une particularité, ce sont des champignons entomopathogènes, notamment sur pucerons, qui se développent en saison des pluies. Et en fait, quand on est arrivé à un stade, le champignon entomopathogène est venu sur les pucerons et a décimé l'entièreté des colonies de pucerons de toute la serre. Donc on n'a Mm. pas pu aller jusqu'au bout pour avoir des résultats là-dessus. On a pu seulement conclure que la nette semblait attirer les cirfes. Ok, d'accord. Et en termes de... Ah, il y a une question là dans le chat sur est-ce que vous travaillez-vous les parasitoïdes et des chrysopes et les chrysopes sur... Enfin non, non. Oui, est-ce qu'il y a les Ouais. parasitoïdes et les chrysopes? Alors les parasitoïdes, pour les observations, on en voit assez peu. On a peu de momies sur pucerons. Donc on s'est moins concentré sur les parasitoïdes, même si on essaie de les regarder, mais c'est quand même des phénomènes un peu rares. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait des parasitoïdes sur CIRF, donc potentiellement on a des parasitoïdes, mais qui pourraient avoir tendance à parasiter nos auxiliaires. Donc le contexte là est effectivement un peu différent. Concernant les chrysopes, on a très peu, voire quasiment aucun chrysope en maraîchage sur le territoire. On a plusieurs espèces de chrysopes, mais qu'on retrouve plutôt en milieu forestier et pas du tout en maraîchage. On n'en voit quasiment jamais. On voit surtout des hémérobes, en fait. D'accord. J'ai répondu à la question. Oui, bah, merci beaucoup Brieux et aussi en termes de nombre, de modalités en fait, pas de modalités, mais de réplication de l'essai, vous avez combien ouais, sur Alors, combien on a combien de d'essais? fermes? Alors, Ouais. on a dans le groupe des filles, on a trois fermes qui possèdent ouais, des abris avec insectoproof. Donc là, on avait normalement des essais de tabac, notamment des essais de tabac pour ces fermes-là, pour voir s'ils pouvaient attirer des punaises prédatrices. Là, on n'a plus qu'un seul. À l'heure actuelle, on n'a plus qu'une seule ferme qui a 2 serres. Donc ces essais-là sont un peu décalés. Et concernant les réplications sur la fleur spontanée, on le fait chez les agriculteurs qui sont plein champ, donc les 6 autres agriculteurs, qui ont souvent des bandes spontanées qu'on laisse et on fait les observations dessus. Voilà, on a une dizaine de parcelles de sites d'observation. OK. Et il y a des membres hors défi, dans ce test? Il peut y avoir des membres hors défi ponctuellement ou régulièrement pour permettre d'avoir un meilleur éventail géographique. Ouais. OK. D'accord, très bien et bah, pour le moment, je vois qu'il y a pas de questions, dans l'onglet QR, donc on va passer à l'autre présentation. Donc n'hésitez pas, hein, à poser vos questions, là s'il y a des questions qui vous viennent, sur l'intervention de Brieux, dans cet onglet, QR
Et maintenant, on passe à la présentation de Jérémy, qui est ingénieur réseau à Agrobio35. Jérémy, le groupe que tu animes existe depuis 2016 et se compose de 12 maraîchers bio en Ille-et-Vilaine. Aujourd'hui, la principale thématique de travail de ton groupe est l'amélioration des connaissances sur les techniques de protection agroécologique et les cycles des bioagresseurs et des auxiliaires. Vous pouvez retrouver les travaux de Jérémy sur la page web dédiée et nous vous mettons le lien à l'instant dans le chat. Et maintenant, Jérémy, je te laisse la main pour ta présentation. Bonjour à toutes et tous. Merci Lucas pour l'introduction et merci Brieux aussi pour ta présentation qui a été très intéressante. Donc moi je vais vous présenter les travaux surtout de l'année dernière de mon groupe Défi. J'avais déjà présenté il y a 2 ans dans le cadre d'un webinaire comment on travaillait un peu sur tout ce qui est justement lutte contre les bioagresseurs et notamment les plantes de service. Là, aujourd'hui, ça va être un peu une suite à cet épisode-là, parce que là, on est allé un peu plus loin dans les dispositifs et les suivis. Donc, pour commencer, je vais juste reprendre quelques éléments de base pour vous présenter rapidement mon groupe et la chronologie des actions qui ont eu lieu depuis le redépôt du groupe en 2022, présenter les problématiques et les objectifs sur lesquels on a travaillé dans le cadre de cet essai que je vais vous présenter, le dispositif expérimental dans les grandes lignes qu'on a mis en place, les principaux résultats et vous présenter les perspectives et les conclusions. Donc, mon groupe défi se compose de 12 fermes, plus précisément de 9 fermes maraîchères, de 2 jardins de cocagne. Donc, les jardins de cocagne, pour celles et ceux qui ne le savent pas, ce sont des structures de réinsertion qui utilisent le maraîchage biologique pour créer des situations de réinsertion. Donc, souvent, les personnes avec qui on est en lien, qui sont plus ou moins maraîchers, maraîchères, mais sont surtout des encadrants techniques avant tout. Et également un lycée agricole qui a une ferme maraîchère et ils sont toutes en AB. La production, donc c'est du maraîchage diversifié en vente directe. On est plutôt sur des petites fermes entre 0,5 à 2 hectares cultivés en maraîchage. Et les proportions d'abri diffèrent. Pour le coup, dans mon groupe, j'ai un peu de tout. J'en ai qui sont qu'en plein champ, donc pas d'abri, et certains qui sont quasiment que sur de l'abri, donc un gros pourcentage en surface d'abri. Et sur les anciennetés, les années d'installation, comme vous pouvez le voir, c'est très variable. On va de 1992 pour la plus ancienne à 2024, qui est en fait une ferme qui était déjà dans le groupe Défi, mais qui a été cédée à une nouvelle maraîchère, une repreneuse, qui a décidé de perpétuer le travail dans le cadre du groupe Défi. Donc ça, c'est chouette. Pour vous remontrer un peu la chronologie du groupe, donc en 2022, on a eu un dépôt d'un nouveau projet défi. Je dis nouveau parce qu'avant, le groupe, entre 2016 et 2022, était déjà à 90% du groupe intégré dans un autre dispositif qui était plutôt sur tout ce qui était fertilisation et fertilité du sol. En 2022, au moment du renouvellement, un nouveau sujet a été choisi par le groupe qui est tout ce qui est gestion et lutte des bioagresseurs avec des pratiques agroécologiques. Pour commencer ce nouveau lancement, ont été commencés des diagnostics biodiversité pour faire un peu le point sur la ferme, sur les aménagements, le contexte paysager et biodiversité de chaque ferme. Ensuite, on a eu une première jour de formation pour reconnaître les auxiliaires avec Johanna Villeneuve-Chassé, qui est assez connue dans le domaine. S'étant suivi ensuite sur l'été 2022 un inventaire des pratiques qui existaient, que ce soit lâcher d'auxiliaires, pratiques favorables à la biodiversité et notamment plantes de service pour ceux qui en mettaient déjà en place. On a terminé cette année-là avec un deuxième jour avec Johanna Villeneuve pour là plutôt réfléchir à comment on conçoit des aménagements pour favoriser la biodiversité. S'étant suivi un petit atelier construction boîte à chrysope avec tout le groupe que je ne présenterai pas en détail là parce que j'en ai déjà parlé la dernière fois. Et ensuite, on a mis en place plusieurs choses, notamment surtout des bandes fleuries et des plantes de service. Bandes fleuries, moi, c'est plutôt pour moi des mélanges et souvent en plein champ qu'on met sur des plus ou moins grandes surfaces, sur des planches entières ou des bords de parcelles. Et plantes de service, c'est plutôt des espèces qu'on sélectionne, en tout cas moi c'est ma définition, et qu'on met à des endroits précis et souvent sous abri pour un auxiliaire ou contrer un ravageur en particulier.
Vu que il y avait beaucoup d'intérêt parmi le groupe, on a fait une formation un peu plus spécifique sur vraiment les plantes de service et protéger les légumes avec des fleurs en maraîchage en octobre 2023 avec Maxime Chabalier, qui avait aussi à l'époque un groupe défi un peu sur le sujet et mené plusieurs actions euh, dessus. Suite à cette formation en 2024, il y a eu plusieurs dispositifs qui ont été mis en place et en mars est arrivée une stagiaire de 6 mois, ingénieur agro, qui m'a accompagné dans le suivi de ces dispositifs et c'est ces résultats que je vais vous présenter maintenant. Alors, les problématiques que le groupe avait, pour ceux qui avaient déjà commencé à mettre en place des plantes de service ou pour ceux qui y pensaient, c'était vraiment, en 2023, on avait déjà des plantes de service, on voyait qu'il y avait des auxiliaires, qu'il y avait des choses qui se passaient, mais il n'y avait pas de suivi plus précis que ça. Et du coup, il y avait vraiment une interrogation de l'efficacité réelle qu'ont les plantes de service pour gérer les ravageurs dans les cultures. Et là, s'attarde surtout sur le puceron, parce que c'est un peu le ravageur le plus présent chez tout le monde, avec les dynamiques le plus importantes et qui est aussi le plus facile à travailler. Donc il y avait cette question-là, il y avait aussi une autre question, c'était quels auxiliaires j'attire vraiment avec mes plantes de service et en quel nombre? Il y en a pour certaines, c'est assez simple comme le souci avec le macrolophus qui est très connu aujourd'hui, mais pour d'autres c'était un peu flou encore, donc c'était l'idée de se pencher dessus. Et enfin, également, la question de est-ce que je dois transférer les auxiliaires qui sont sur mes plantes de service sur mes cultures? En effet, souvent l'interrogation, c'est qu'on voyait des auxiliaires sur les plantes de service, mais qu'on ne voyait pas forcément sur les cultures. Notamment, le macrolophus est très connu pour ça. Il aime tellement le souci qu'il a du mal à en décoller. Et du coup, on avait déjà entendu que, il était conseillé dans ces cas-là de faire du transfert actif. Donc là, l'idée, c'est de savoir est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est un intérêt? Et si oui, à quel coût? Combien de temps ça prend? Quelle technique et tout. Donc les objectifs à travers ce suivi et ce stage, c'était vraiment évaluer l'efficacité des plantes de service mis en place par les producteurs sur la régulation du puceron dans les cultures, caractériser les auxiliaires qu'on voyait, que ce soit sur les plantes de service, mais aussi sur la culture à côté, et expérimenter le transfert actif pour voir son effet. Donc, rapidement, dans les grandes lignes, le dispositif expérimental, on s'est concentré sur deux formes du groupe qui étaient déjà assez avancées dans la mise en place de plantes de service. Il y a à peu près la même typologie, le GAEC Biotope et le pays fait son jardin. Il y a trois plantes de service qu'on a surtout suivies et qui étaient mises en place sur ces fermes-là. L'ortie, qui est souvent laissée en spontané depuis quelques années, notamment dans le GAEC Biotope, pour son intérêt pour les auxiliaires, donc laissée souvent sur les bords d'abri ou la ligne des chéneaux. Le souci qui est à implanter depuis 1 ou 2 ans sur les fermes suite au début des actions du groupe et également du blé ou de l'avoine pour attirer les pucerons spécifiques aux céréales et favoriser les auxiliaires assez tôt dans l'année. Et en plus, il y a eu quelques blocs qui ont été laissés un peu en végétation spontanée qu'on a suivi. L'intérêt, c'était aussi de voir est-ce que derrière, et c'est marrant parce que Brieux en a aussi parlé, mais c'était aussi l'intérêt de voir l'intérêt de cette végétation spontanée, souvent envahissante, mais est-ce qu'elle a un intérêt dans les auxiliaires? Voilà. On a suivi deux cultures principalement, la tomate et la courgette, et on a fait deux modalités. Une modalité où il n'y avait pas de transfert des auxiliaires, donc c'était un peu notre témoin, et une modalité avec des transferts actifs des auxiliaires sur la culture. Alors, j'anticipe un peu, vous allez sans doute me demander pourquoi on n'a pas fait de modalité sans plante de service. Pour la raison toute bête que quand les producteurs ont commencé à mettre des plantes de service, ils n'y sont pas allés par quatre chemins, ils ont mis en place partout sous leur serre et du coup, on n'allait pas leur faire retirer les plantes de service à certains endroits de la serre. Ça n'avait pas de sens. Donc là, pour en plus les besoins du stage et de l'étude, on s'est dit, bon, ok, donc les plantes de service sont partout, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on prend un bloc, une serre. Comme vous voyez à droite, là, j'ai un peu schématisé les planches de culture avec les différents blocs qui s'alternent des plantes de service, parce qu'à chaque fois, ils ont alterné entre du blé, du sourcil, de la spontanée, de l'ortie, ainsi de suite. On coupe en deux. Il y a une partie, on fera pas de transfert, et l'autre partie, on fera du transfert. Et ça fait nos modalités. Au niveau du suivi des populations, donc ça a été un suivi une fois par semaine à partir de début mars jusqu'à début mi-juillet. Donc vraiment pour capter à partir de la plantation des cultures jusqu'à l'été les principales dynamiques
pucerons et auxiliaires. On comptait tous les pucerons ainsi que les ennemis naturels qu'on pouvait voir des pucerons, donc toutes familles confondues, les cirques, les coccinelles, également les araignées. On n'allait pas à l'espèce, mais au moins on les dénombrait parce qu'elles ont un intérêt. Voilà, les forficules, donc voilà, tout ce qu'on pouvait voir, les cécidomies. Et pour les auxiliaires, on essayait de faire un suivi visuel en 3 temps. On regardait à 1 mètre de la culture ou des plantes de service pour essayer de capter notamment les volants, puis à 30 centimètres, puis à 5 centimètres de hauteur pour essayer de capter plutôt ceux qui sont proches du sol. Sur la culture, on a à chaque fois pris 15 plans fixes dans la planche. Donc à chaque fois, on suivait la planche, comme on peut voir à droite, la planche qui était à côté des plantes de service. Et sur ces plantes-là, on prenait 5 feuilles aléatoires en essayant d'aller du bas vers le haut de la plante. Donc les plantes ne bougeaient pas pendant le suivi, mais par contre les feuilles, au fur et à mesure du développement des plantes, évidemment, ça évoluait. Sur les plantes de service, on avait 2 blocs fixes de chaque type, donc 2 blocs fixes de végétation spontanée, de soucis, d'ortie et d'avoine ou de blé. Et à chaque fois, on faisait un transect d'un demi-mètre linéaire avec 10 plants par transect. Sur les autres suivis, on faisait une identification des espèces majoritaires de pucerons, soit nous avec des clés d'identification, soit on envoyait à un labo à AgroCampus Ouest qui a des compétences à ce niveau-là. Également, on a fait l'identification de quelques momies de parasitoïdes aussi grâce et avec AgroCampus Ouest pour identifier un peu les espèces de parasitoïdes qu'on trouvait derrière. On a fait évidemment les suivis des paramètres abiotiques des serres, température, humidité relative pour voir s'il y avait des fois des relations de cause à effet. En même temps que les suivis, on faisait évidemment tout le suivi sanitaire, voir également s'il n'y avait pas des maladies qui auraient pu peut-être influencer sur l'appétence des cultures et les stades des cultures. Et on a caractérisé à chaque fois les espèces et les périodes de floraison des blocs de plantes de service. Donc quand il n'y avait que du souci, c'est facile, mais dans le cas de végétation spontanée, on essayait d'identifier un peu ce qu'on trouvait. Et enfin, le transfert actif, la règle assez simple qu'on s'était calée pour le mettre en place, c'est dès que les premiers pucerons apparaissent, on commence à transférer des auxiliaires si on en a sur les plantes de service et on continue si on voit que la pression augmente. Et comment? Très simplement, vous avez des démonstrations par la droite. Pour les soucis, une petite boîte en dessous, un peu en bas, légèrement les soucis. Vous faites tomber les macrolophus dedans. Alors, les adultes vont s'envoler, mais on va garder dedans les larves qui sont intéressantes et du coup, on les dépose ensuite un peu comme ça, rapidement, sur la culture. Pour tout ce qui est un peu ortie ou blé, ça c'était plutôt des prélèvements de plantes, soit la feuille, soit les têtes, ou du fauchage, où on voyait des auxiliaires dessus. Hop, on fauchait ça dans un sac ou une boîte, et hop, on déposait ça au niveau des cultures. Au niveau des principaux résultats, à droite, vous avez, donc ça c'est condensé pour les 2 fermes, parce qu'on voyait quand même des dynamiques assez proches, malgré qu'elles n'étaient pas toutes proches géographiquement. Donc en noir, vous avez le nombre de pucerons total qui a été dénombré, ce qui vous donne une idée de la pression. En bleu, vous avez le nombre d'auxiliaires qu'on voyait sur les plantes de service, toutes plantes de service confondues. Et en rose, les pucerons, les auxiliaires qu'on voyait pardon, sur la culture. Donc là, on voit bien que dès le départ, dès les premières semaines de suivi, on avait déjà pas mal d'auxiliaires sur les plantes de service. Je vais venir ensuite, mais déjà également quelques pucerons. On voit que cette pression puceron au début, qui était assez importante, commence à diminuer avec une augmentation des auxiliaires, plus sur les plantes de service d'ailleurs que sur la culture. À partir de semaine 21, on voit un énorme pic de pucerons qui s'accompagne d'une augmentation des auxiliaires sur les plantes de service. Et là, vous voyez petit à petit, en rose, les auxiliaires sur les cultures augmentent, soit par du transfert naturel, soit aussi par nos transferts à nous. Et on voit bien que sur la fin du suivi, alors qu'on est arrivé sur une pression assez importante de pucerons, on a les auxiliaires qui explosent sur les cultures et qui finissent par réguler la pression. Donc voilà, comme j'ai noté à quelques chiffres à côté, le nombre d'auxiliaires dans les plantes de service était 10 fois plus nombreux que dans la culture à la semaine 12. Et puis petit à petit, ça a évolué et ça a commencé à augmenter avec la pression des pucerons dans les cultures et nos transferts. Un autre graphique, donc à droite, vous avez un peu l'abondance des différents auxiliaires. On reviendra sur le détail un peu plus précisément par la suite. Mais surtout, c'est ces 2 courbes-là qui nous intéressent. Donc en bleu, nous avons à nouveau le nombre de pucerons vus sur les cultures.
sur les plantes de service ici, pardon, et en rouge la voracité. Alors qu'est-ce que la voracité? C'est un indice qu'on a vu chez d'autres expérimentateurs qui personnellement m'a beaucoup plu. La voracité, c'est un indice qu'on calcule très simplement. Imaginons vous repérez une larve de coccinelle. Selon la biblio, on part du principe qu'une larve de coccinelle, c'est 100 pucerons mangés par jour. Et bah, du coup, si on a 3 larves de coccinelle, on se dit que notre voracité, donc notre potentiel nombre de pucerons mangés par jour par auxiliaire est de 300. Et on fait ça pour tous les auxiliaires qui ont été mesurés chaque semaine. On calcule cet indice-là. Et du coup, c'est assez intéressant parce que ça prend en compte le stade de l'auxiliaire. La larve de coccinelle n'a pas la même voracité que la coccinelle adulte et également l'espèce. Évidemment, les Macrolophus, qui sont assez intéressants car souvent présents en grand nombre, n'ont pas une voracité exceptionnelle, c'est quelques pucerons dans la journée, contrairement à des larves de cire, des chrysopes ou des coccinelles qui sont beaucoup plus voraces. Donc voilà, c'était aussi se dire, c'est pas parce qu'on a des auxiliaires que derrière on a une activité de prédation qui est importante, on essaye un peu d'avoir un indice pour l'estimer. Et du coup, l'hypothèse, c'est un peu de dire quand la courbe de voracité passe au-dessus de la courbe de puceron, on a une pression de puceron qui est gérée de manière durable. Et vous le voyez sur le graphique, à partir de semaine 21, on retrouve ce pic important, cette augmentation de la voracité qui augmente en conséquence. Et là, on voit un écroulement du nombre de pucerons avec une voracité qui continue à se maintenir. Et là, on voit qu'à ce moment-là, on n'a plus de soucis, les pucerons sont gérés. En tout cas, cette année, ils étaient gérés. Au niveau des plantes de service, donc on a regardé l'attractivité des auxiliaires pour chaque plante de service. Bon, là, c'est pas un scoop. Le souci est toujours très attractif pour le Macrolophus. Comme vous pouvez le voir à droite, on a le nombre total d'auxiliaires par espèce de plante de service. Le souci, tout ce qui est en vert, c'est les myrides. Dedans, c'est principalement le Macrolophus. Donc là, c'est pas un scoop. Souci toujours très intéressant par Macrolophus. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que le souci attire malgré tout une faible diversité d'auxiliaires. C'est que concrètement, à part du Macrolophus, un peu de cirque quand ils sont en fleurs et des araignées qui sont de toute façon présentes un peu partout, on n'a pas grand-chose d'autre. A contrario, tout ce qui est blé, ortie et végétation spontanée, il y a beaucoup moins d'auxiliaires, mais on voit quand même qu'il y a un intérêt en termes de diversité. Et toute stratégie à base d'auxiliaires et notamment de plantes de service a toujours un intérêt de favoriser la biodiversité. Et là, on voit que c'est gagné parce que malgré tout, elles ont un intérêt sur cette diversité-là. On peut noter que les araignées, surtout en 2024, étaient présentes partout et en grand nombre. C'est un peu dur d'évaluer l'impact des araignées parce qu'il y a plein d'espèces différentes avec différents modes de prédation. Malheureusement, c'est quand même acté aujourd'hui heureusement, pardon, acté aujourd'hui qu'elles ont une efficacité, surtout sur un bruit de fond. Alors, par contre, potentiellement, elles tapent aussi les auxiliaires, mais vu qu'il y a quand même plus de pucerons que d'auxiliaires en général, il y a quand même cet intérêt pour réguler un bruit de fond et des faibles pressions. Donc c'est intéressant. Et là, un graphique que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est l'évolution, la répartition des auxiliaires au cours du temps. Donc, encore une fois, en vert, vous avez principalement les myrides et Macrolophus. En violet, les araignées. Après, en orange, vous avez les cécidomies. En rouge, les coccinelles. En bleu, les parasitoïdes. Et en jaune, les cirques pour les principales. Donc, on voit que Macrolophus, carabes et araignées sont présents toute l'année. Carabes en petite quantité, là, les bleus clairs. Mais voilà, ils sont toujours là, quasiment. Par contre, coccinelle, parasitoïde, cécidomie et cire, ça apparaît vraiment à partir de la semaine 19-20 avec une augmentation progressive. Et les chrysopes, par contre, étaient un peu plus tardives, plutôt semaine 21-22. Mais je vais y venir après, il y a un petit biais avec les chrysopes pour l'observation. Pour le besoin du stage de 6 mois d'agro, on a essayé de faire des stats avec notre dispositif expérimental. C'était pas forcément évident et c'est pas toujours très significatif. Mais on peut quand même noter un peu les grands trucs. C'est que significativement dans la culture, il y a plus d'auxiliaires dans la modalité avec transfert actif. Donc c'est bien, ça veut dire que notre transfert actif a marché, on n'a pas transféré les auxiliaires pour rien. Et il y a une signification moins de pucerons dans la modalité avec transfert actif. Ça veut dire que indirectement, enfin, que notre transfert actif a apporté plus d'auxiliaires, a diminué les pucerons, donc a une efficacité à ce niveau-là. Donc, les principales conclusions à retenir. L'intérêt des plantes de service reconfirmé s'il fallait. Hein, pour moi, c'était déjà le cas, mais pour l'attractivité des auxiliaires. On a pu mettre en évidence que le transfert actif, c'est
important pour une bonne efficacité des plans de service. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est facile à mettre en place. Au début, j'avais quelques producteurs, productrices qui avaient un peu peur du temps que ça prenait. Concrètement, ça prend autant de temps d'aller chercher les auxiliaires dans vos plans de service que faire un lâcher de PBI du commerce. On est à peu près sur les mêmes durées. Après, il y a en effet l'observation qui vient avant, mais ça, je considère que l'observation de sa culture, il faut tout le temps la faire. Mais on va y venir un peu après en détail. Mais le transfert actif, il est efficace seulement s'il y a assez d'auxiliaires sur les plantes de service. Et là, aujourd'hui, on bloque, c'est de savoir quand est-ce que justement on a assez d'auxiliaires sur les plantes de service. L'indice de voracité que je vous ai présenté en amont est déjà une première piste. Et en 2024, on peut noter qu'on n'avait quasiment pas de pucerons des graminées sur céréales. Bon, c'est aussi l'intérêt d'avoir différentes plantes de service. Il y a des années, ça marche mieux que d'autres. Il y a 2 ans, ça marchait très bien. Là, cette année, j'en ai plein sur tout ce qui est blé céréales. L'année dernière, ça avait très peu donné. Et on n'a eu pas ou très peu de parasitoïdes. Et en plus, les identifications au labo nous ont montré que sur les les quelques momies qu'on avait, il y en avait beaucoup d'hyperparasités. Donc un parasitoïde qui venait parasiter le parasitoïde. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais bon. Les limites de notre essai, bon, en 2024, on n'a pas été sur l'année avec la pression puceron la plus importante. C'était même assez faible par rapport à d'autres années. Donc voilà, ça mérite de revoir sur des années avec des pressions plus importantes. Là, je ne sais pas vous, mais en ce moment, sur mon secteur, ça commence à partir très fort cette année. Donc ça pourrait être intéressant de voir comment ça se passe cette année. Il y avait évidemment de la différence entre les ITK des deux fermes. Là, je vous ai fait des mesures, des graphes condensés avec les deux fermes, mais derrière, il y avait des différences évidemment sur les dates de plantation, les variétés, la gestion climatique des serres. On a aussi, avec les tempêtes de début d'année, une bâche de serre qui s'envolait sur une des fermes. Bon, ça a moins eu d'impact que je craignais sur les auxiliaires, mais malgré tout, ça a dû jouer. Et enfin, évidemment, nous, on n'est pas une station d'ESP, on fait ça chez des maraîchers. Donc, évidemment, c'est toujours critiquable sur des vraiment critères d'expérimentation. On avait un nombre de planches, de sites, de blocs trop faible pour une vraie étude statistique. Mais nous, notre intérêt, c'est quand même de montrer des choses. En effet, on n'avait pas de témoins sans plante de service, mais pour moi, c'était compliqué à mettre en place et pas forcément pertinent ici. Et enfin, il y a quand même des auxiliaires qui sont très durs à observer. Déjà, tous ceux qui sont volants et qui s'envolent dès qu'on arrive, même si dans notre protocole, on restait immobile pendant quelques minutes pour les voir revenir. Mais c'est quand même assez compliqué. Tout ce qui est carabe, c'est compliqué. Il faudrait des pièges qui sont souvent destructifs, et là, on n'a pas eu envie, et des compétences pour les identifier. Et également les chrysopes avec leur activité nocturne, qui ont un très grand rôle, mais qui sont malheureusement aujourd'hui très durs pour nous à observer. Pour terminer, c'est quoi nos perspectives suite à ça? Là, l'idée maintenant, c'est de travailler sur des règles de décision faciles intuitives, que ce soit pour des techniciens ou directement pour les maraîchers et les maraîchères, pour piloter une lutte biologique à partir des plantes de service. Pour un exemple tout bête, l'idée c'est que j'ai une pression puceron forte, moyenne, faible sur ma culture. Je peux réguler la pression avec un transfert actif si j'ai 20-30 auxiliaires dans mes plantes de service. Évidemment, pour y arriver, il faudrait que ce soit un protocole qui soit rapide à mettre en place, qui se concentre sur quelques auxiliaires. Donc là, l'idée, ça va être cette année, j'ai déjà commencé avec mon collègue Maxime Chabalier, de concevoir un protocole simplifié pour les techniciens et maraîchères, appliqué rapidement. Donc, par exemple, déjà quelques pistes, plutôt que travailler sur le dénombrement des pucerons, on va plutôt travailler sur l'absence-présence qui sera beaucoup plus rapide. Et peut-être qu'on va se concentrer que sur quelques auxiliaires pour calculer la voracité et la dynamique et pas sur tous, pour vraiment avoir un truc assez rapide et efficace à mettre en place. Et les premiers tests, ils vont être mis en place là, dans les prochaines semaines sur les fermes du groupe. Je vous présente rapidement, voilà, ça se retrouvera après, des documents à aller voir, des amis expérimentateurs qui ont déjà fait des essais sur le sujet et pour lesquels on s'est beaucoup inspiré pour certains, certaines pour ces essais. Et enfin, je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Jérémy, pour ta présentation. Donc, avant de passer aux questions, donc tous les documents que tu as présentés pour aller plus loin sur le sujet, vous les retrouvez dans le chat à l'instant. Donc, il y a plusieurs ressources bibliographiques. Et je vous rappelle que si vous avez des questions là qui vous viennent avant la fin de ce webinaire, vous pouvez les poser dans l'onglet QR. Et
pour commencer, la première question qui t'a été posée, Jérémy, c'est sur comment sont gérées les plantes de service après l'implantation et avec une projection dans le futur des plantés, slash replantés, etc. Ok. Alors, pour la majorité, pour l'ortie, elle est laissée pousser comme ça, sauvagement, parce que nous, en fait, elle vient toute seule dans les abris. Donc, en gros, ils la fauchent, ils la détruisent là où ça les embête, donc sur les planches de culture, et ils la laissent se développer sur la ligne des chéneaux et les bords de tunnels. Ils la fauchent à certains endroits pour implanter les autres plantes de service, ou ils bâchent souvent. Euh, donc ça, c'est pour l'ortie. Pour les blés, souvent, c'est un peu travaillé. Alors, vu qu'on est sur des petites surfaces et qu'on reste sur des petites fermes, souvent, c'est retravaillé un peu à la grelinette. Peut-être un petit coup de motoculteur, des fois. Hop, on fait son semis et on laisse le blé grandir. Il y en a qui font en 2-3 dates de semis, des fois, le blé pour avoir un peu un échelonnage. Et à la fin de l'année, souvent, c'est un peu laissé comme ça. Soit ça se ressème tout seul et ça repousse, mais on voit quand même un salissement. Donc certains laissent comme ça, d'autres détruisent et ressèment l'année d'après. Pour les soucis, c'est planté sur toile tissée ou morceau de bâche. Et en général, alors le souci peut être gélif, mais sous abri, il arrive à survivre, donc il est laissé comme ça. Aujourd'hui, la limite, c'est qu'on n'a pas encore un aperçu au bout de 4-5 ans qu'est-ce qui se passe. Je pense que dans certains cas, c'est l'ortie qui prendra le relais partout. Mais les producteurs, ils ont ça en tête. Et si vraiment il y a un intérêt confirmé dans la régulation des pucerons et peut-être d'autres ravageurs qu'on pourrait bosser à terme, et ben clairement, eux, ça les embête pas de remettre ça en place au bout de 3-4 ans ou chaque année. J'espère que j'ai été assez précis dans la réponse. Oui, merci beaucoup Jérémy. Et une autre question, comment se régulent les populations d'auxiliaires après la régulation du pic des pucerons, du pic de pucerons? C'est une bonne question. Du coup, vu qu'on n'a pas suivi beaucoup plus loin, c'est une bonne question. Ça serait des choses à faire. On peut pas. Voilà, on n'a pas pu se le permettre pour des questions de moyens et parce que la stagiaire devait faire son rapport. Donc, on l'a laissé tranquille. Mais ça serait intéressant de savoir. Alors, les macrolophus, eux, ils restent dans les soucis, j'ai peu de doutes. Par contre, tout le reste, on a quand même des suppositions que ça se barre du tunnel, notamment en plein cœur de l'été, parce qu'il fait très chaud. Donc, on sait qu'il y a un gros intérêt du pilotage des abris à cette période-là. Je pense qu'il y a aussi un grand intérêt pour les blocs en végétation spontanée qui assurent un couvert, une strate de végétation assez dense où les auxiliaires peuvent s'abriter pour un peu justement passer ces périodes assez chaudes. Donc en effet, c'est une très bonne question dont j'ai pas la réponse et l'idée à terme, ça serait de pouvoir, je ne sais pas si on y arrivera un jour, mais c'est vrai que ça serait un sujet de suivre toute l'année comment ça se passe concrètement, même après le pic de pucerons, comment ça se passe et est-ce que on continue d'avoir les auxiliaires tout l'hiver. Le Macrolophus, c'est sûr. Pour les autres, j'ai plus de doutes. C'est sûr il y a des transferts avec l'extérieur qui sont. D'accord, donc des idées de perspective là, Ouais. pour des essais, futurs et est-ce que, bah, peut-être que ça fait partie des documents que tu as, partagés, mais est-ce qu'il y a un document qui recense la voracité, par auxiliaire et ou ravageur? Alors, je me demande si les collègues, là j'ai un trou, je me demande s'ils l'ont mis dans leurs documents. Alors moi, je suis en train de terminer ma synthèse là qui sera disponible sur ma page Ecophytopic. Justement, j'ai ressorti le tableau parce que je me doutais que j'aurais une question dessus juste avant le webinaire. Je pense que j'y avais pas spécialement pensé, mais je pense que je vais le mettre dans mon compte rendu. Alors, je peux rapidement vous dire quelques chiffres comme ça. Donc, c'est sur une base de biblio, hein, ça sera à reconfirmer. Mais par exemple, sur tout ce qui est un peu de l'ordre des araignées, on part sur 6 pucerons par jour. Les chrysops, 100 pucerons par jour. Les coccinelles adultes, 100 pucerons par jour. Les myrides, 5 pucerons par jour, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc il y a une biblio. Bon, ça peut être contesté pour certains, certaines. Ça laisse quand même une base.
aujourd'hui, moi, je ne serai jamais en mesure de faire des suivis très précis de voracité, mais si un jour il y a vraiment un labo ou une station d'expé qui se lance dans l'aventure, ça permettra de venir consolider ces résultats. Pour le moment, c'est des estimations, mais c'est toujours mieux que rien. Et du coup, je pense que je vais le mettre dans en tout cas le tableau que nous on a utilisé, quand je le mettrai dans ma fiche, dans mon compte rendu d'essai. Par Parfait. Merci Jérémy et u une autre question, mais donc là, c'est plutôt sur le transfert, des pucerons. Donc est-ce que tu as observé des ravageurs sur les plantes de service qui ensuite vont sur les cultures? Donc des pucerons qui erraient Ouais. des plantes de service, Alors, on a en effet un puceron qu'on a vu sur Souci qui est Olacortum solani, qu'on trouve aussi sur la tomate et qu'on a retrouvé sur la tomate. Aujourd'hui, sur nos mesures, on a vu qu'il est arrivé en même temps dans la culture et les plantes de service. Donc, je peux pas. Et dans une des deux fermes, c'est même arrivé un peu après sur les plantes de service, sur les soucis. Donc, c'était aussi un peu notre crainte à la base. Donc, c'est pour ça qu'on suivait les espèces de pucerons. Aujourd'hui, là, en 2024, pour moi, non, il n'y a pas eu. Les plantes de service n'ont pas attiré un ravageur qui est ensuite allé sur la culture. Après, je sais que notamment sur les soucis, il faut quand même éviter de trop en mettre parce qu'on peut attirer à un moment des punaises phytophages et notamment Nesara viridula qui peut être assez embêtant sur nos cultures. Nous, on l'a pas vu cette année et globalement, dans mon secteur, on n'a pas vu beaucoup de punaises l'année dernière par rapport à l'année d'avant. Mais là, en ce moment, j'avais des soucis sur l'hiver qui étaient restés et on voyait des pucerons, justement déjà de Lola Cortum solani, déjà sur les soucis. Alors, cette année, je vais pas pouvoir faire des suivis aussi importants et pousser toutes les semaines que j'avais fait l'année dernière, mais ça va être l'idée d'essayer quand même de voir s'il y a eu un impact ou pas. C'est la grosse question. OK. Donc voilà, pour le souci principalement, et je sais que sur Orti, on peut également avoir, je crois que c'est Macrocifum qui peut aller sur Orti aussi. On l'a pas vu cette année sur Orti, mais on sait qu'il y a ce risque aussi. D'accord. Donc potentiellement des soucis et est-ce qu'il y a eu, des différences? Est-ce que tu as remarqué des différences entre les 2 cultures cibles à tomates et courgettes? Oui, oui, c'est vrai que là, vu que c'était limité en temps, ça sera plus détaillé dans le compte rendu. J'ai pas pu faire la différence. Oui, clairement, on a vu des dynamiques assez différentes. Alors, sur les auxiliaires, pas tant que ça. On se demandait si le Macrolophus, parce que bon, on sait qu'il a du mal à décoller sur les soucis, mais qu'il aime quand même bien la tomate. Mais on avait peur que sur cucurbitacées, et notamment courgettes, qu'il reste pas quand on le transfère. Bah, en fait, étonnamment, il y est resté et Maxime, qui a fait à peu près le même essai, mais sur concombre de son côté, a vu aussi que quand on transférait des Macrolophus sur concombre, il y restait. C'était un peu la surprise, on s'y attendait pas. Donc ça c'est chouette. Il va pas y aller tout seul, mais une fois qu'on l'a transféré et que évidemment il y a à manger sur place, si vous le transférez quand il n'y a pas de puceron, il va se barrer tout simplement. Mais oui, ça marche. Et sinon, c'est surtout sur les espèces de pucerons, évidemment, qu'on a vu des différences. Et sur la dynamique, les dynamiques étaient quand même un peu plus violentes sur courgettes. Mais souvent sur cucurbitacées de manière générale. D'ailleurs, quand vous voyez les pics de pucerons que je vous ai présentés en semaine 21-22, souvent ce pic a été surtout très important sur courgettes et un peu plus lissé sur tomates. Mais ça, c'est un peu habituel. D'accord et une toute dernière question parce que là, on va bientôt dépasser le temps prévu, imparti. Mais, est-ce que, tu nous as bien détaillé, la pression, puceron, mais est-ce que tu pourrais juste nous faire un petit point sur les dégâts sur les cultures que tu as pu observer? Oui, alors on n'a pas eu de. Oui, c'est vrai, j'en ai pas parlé, désolé. Il n'y a pas eu de dégâts cette année, en tout cas, qui affectent le rendement. Alors, pendant les suivis, ma stagiaire est allée notamment en prévision de la construction de nos règles de décision pour cette année.
est allé enquêter les membres de mon groupe pour leur demander leur tolérance aux pucerons en termes d'impact et de dégâts. Concrètement, à part un ou deux, et c'est notamment le cas des 2 fermes là chez qui on travaillait, on a une très grande tolérance aux pucerons. Ça veut dire que s'il y a quand même 30% des pieds avec du puceron, avec quelques foyers par-ci par-là, ça les inquiète pas plus que ça. Et s'il y a un petit peu de perte de l'ordre de 5% de rendement, 5-10% de rendement à la fin, ça les embête pas plus que ça. Il y a quand même une grosse tolérance, et c'est important de le préciser par rapport à d'autres contextes un peu plus légumiers ou d'autres producteurs. Donc il y a une énorme tolérance par rapport à ça et une grosse confiance sur les régulations, parce que là, dans les 2 cas, il n'y a pas eu d'auxiliaire apporté. En plus, il y a eu un petit pic de stress, je ne vais pas vous le cacher, semaine 21-22, mais ils savaient que nous, alors c'est aussi un biais qu'il faut prendre en compte, c'est qu'ils savaient que nous on suivait chaque semaine en détail. Donc on les préviendrait si vraiment ça commençait à être compliqué. Donc je pense qu'ils se sont aussi un peu reposés sur nous. Il faudra également en effet voir et prendre ça en compte dans les règles de décision, que bah, le producteur, quand lui il sait qu'il n'y a personne pour faire le suivi en détail, comment il réagit, il réagirait peut-être différemment. Mais en fait, ils ont très vite vu que ça s'est fait vite réguler, et concrètement, il n'y a pas eu de perte à noter à la fin de l'essai sur les cultures. Ok, bah, Et en tout cas, les ouais, rendements objectifs, enfin, que voulaient les producteurs ont été pleinement atteints, donc il n'y a pas de souci. Si on a eu des soucis de production, c'est plus lié à l'année climatique, qui d'accord. n'était pas top pour les légumes d'été, notamment tomates. Très bien, bah, merci beaucoup Jérémy. Bon, on a dépassé, il est 14 heures, donc on arrête ici pour les questions, mais vous trouverez les contacts des 2 intervenants sur leur page que nous vous avons partagé dans le chat, donc n'hésitez pas à leur poser des questions. Mais donc, je voulais finir par vous remercier. Donc, merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode de la saison 2 des webinaires Défi Ferme. Nous espérons que le format et le contenu vous ont plu et que ce webinaire a répondu au maximum à vos questions. Et le prochain webinaire se tiendra le jeudi 3 avril et il portera sur le pâturage des couverts végétaux et des céréales. Donc, merci à tous et bon après-midi. Au revoir.